En 2019, une équipe de généticiens de l'université Fudan à Shanghai a accompli quelque chose qui allait réécrire tout ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines. Ils ont prélevé des échantillons d'ADN sur 11 670 personnes réparties dans toutes les provinces de Chine. Puis ils ont comparé ces marqueurs génétiques à toutes les grandes civilisations anciennes répertoriées. Égyptiens, Mésopotamiens, vallée de l'Indus, Mésoaméricains, absolument toutes. Les résultats sont tombés. Une seule civilisation correspondait. Et les implications de cette correspondance vont bouleverser tout ce que vous avez appris en cours d'histoire. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. La semaine prochaine, je décortique les preuves ADN qui suggèrent que les Polynésiens auraient atteint l'Amérique du Sud 800 ans avant ce que l'on croyait possible. Ce n'est pas seulement une question d'ancestralité, c'est une question de comprendre comment 1,4 milliard de personnes portent aujourd'hui les empreintes génétiques d'une source ancestrale unique. Et cette source n'est pas là où la plupart des gens le croient. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si importante, il faut savoir ce que les scientifiques cherchaient réellement. L'ADN ne ment pas. Il transporte des schémas de mutation qui fonctionnent comme des horodatages. Quand des populations se séparent, leur ADN diverge de manière mesurable. Plus la séparation dure longtemps, plus ces différences s'accumulent. Les populations chinoises modernes présentent quelque chose d'inhabituel. Malgré leur répartition sur un territoire de la taille des États-Unis, leur diversité génétique est étonnamment faible comparée à d'autres grandes populations. Cela suggère un point d'origine commun, un seul groupe ancestral qui s'est rapidement étendu, récemment en termes évolutifs. Mais voilà où ça devient intéressant. Ce groupe ancestral devait venir de quelque part. Toutes les populations humaines hors d'Afrique remontent à des vagues migratoires ayant quitté le continent il y a 50 000 à 70 000 ans. Ces migrants se sont répandus à travers l'Asie, l'Europe et finalement les Amériques. Ils ont rencontré des environnements différents, développé des adaptations différentes et leur ADN a commencé à diverger. La question que l'équipe de Fudan voulait répondre était simple. Quelle civilisation ancienne partageait le plus de marqueurs génétiques avec les populations chinoises modernes? D'où venaient réellement les ancêtres de 1,4 milliard de personnes? Ils ont commencé par l'Égypte, la civilisation à laquelle la plupart des gens pensent quand ils entendent le mot « antique ». Pharaons, pyramides, hiéroglyphes. Une société qui a prospéré le long du Nil pendant plus de 3000 ans. Les échantillons d'ADN de restes momifiés ont révélé des haplogroupes spécifiques, des marqueurs génétiques transmis par les lignées maternelles et paternelles. La comparaison a révélé un chevauchement minimal. Les populations chinoises modernes portaient des haplogroupes entièrement différents. La distance génétique était trop grande. Quelle que soit la connexion entre l'Égypte ancienne et le reste de l'humanité, elle ne créait pas de lien direct avec la Chine moderne. Ensuite est venue la Mésopotamie, la terre entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau de l'écriture, de l'agriculture et de la civilisation urbaine. L'analyse génétique de restes provenant de sites sumériens, akkadiens et babyloniens a révélé un profil génétique distinct. Là encore, chevauchement minimal. Les haplogroupes ne correspondaient pas. Les schémas de mutation étaient trop différents. L'ADN chinois moderne ne montrait pas les marqueurs attendus si des mélanges ancestraux significatifs avec des populations mésopotamiennes avaient eu lieu. La civilisation de la vallée de l'Indus vint ensuite. Géographiquement plus proche de la Chine que l'Égypte ou la Mésopotamie. Les cités d'Harappa et de Mohenjo-Daro ont prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde, de 3300 à 1300 avant notre ère environ. Si une connexion génétique devait exister quelque part, c'était ici le candidat le plus probable. La comparaison génétique a révélé quelques chevauchements, mais insuffisants pour suggérer un lien ancestral direct. Les haplogroupes présents dans les restes de la vallée de l'Indus apparaissaient dans certaines populations chinoises modernes, mais seulement en quantités infimes, insuffisants pour indiquer une origine commune. Davantage des contacts occasionnels via des routes commerciales. L'aplogroupe R1A, commun dans les populations de la vallée de l'Indus, apparaissait dans moins de 2% des échantillons chinois modernes. Si des migrations ou mélanges significatifs avaient eu lieu entre ces civilisations, on attendrait des pourcentages bien plus élevés. Les chiffres racontaient une histoire claire. Des populations séparées qui commerciaient occasionnellement, mais ne se sont jamais mélangées génétiquement. L'équipe s'est ensuite penchée sur les Amériques, examinant les civilisations mésoaméricaines comme les Mayas, les Aztèques et les Mixtèques. Ces populations descendaient de groupes ayant traversé le pont terrestre du Bering il y a environ 15 000 à 20 000 ans. Leur ADN devait théoriquement montrer une certaine connexion avec les populations asiatiques, puisqu'elles étaient originaires de groupes sibériens. Les résultats correspondaient à cette attente.
Il y avait quelques haplogroupes partagés, mais une divergence massive. La distance génétique était cohérente avec des populations séparées lors de la dernière ère glaciaire et ayant évolué indépendamment depuis. L'haplogroupe Q, dominant dans les populations amérindiennes, apparaissait dans l'ADN chinois moderne à des taux inférieurs à 1%. La séparation était ancienne et pratiquement totale. Ils ont également testé les populations anatoliennes anciennes, les personnes qui ont construit Göbekli Tepe et fondé certaines des premières sociétés agricoles. Là encore, chevauchement minimal. L'haplogroupe J, commun dans les restes anatoliens, était à peine détectable dans les échantillons chinois. Les populations européennes de chasseurs-cueilleurs paléolithiques montraient des résultats similaires. L'haplogroupe 1, répandu dans les premières populations européennes, était pratiquement absent de l'ADN chinois moderne. Le schéma se répétait pour chaque grande civilisation ancienne hors d'Asie de l'Est. Aucune continuité génétique, aucun lien ancestral, aucune origine commune. Aucune des grandes civilisations anciennes ne correspondait. Les marqueurs génétiques n'étaient pas là. Les haplogroupes ne s'alignaient pas. Les schémas de mutation montraient une séparation, pas une connexion. Puis ils ont comparé l'ADN chinois moderne à la civilisation du fleuve jaune, et tout a changé. La civilisation du fleuve jaune a émergé il y a environ 7000 ans, dans les plaines septentrionales de ce qui est aujourd'hui la Chine. Ce n'est pas une civilisation que la plupart des gens étudient dans les cours d'histoire mondiale. Pas de pyramides, pas de ziggourats, pas de grands temples de pierre ayant survécu des millénaires. Les peuples du fleuve jaune construisaient en bois et en terre. La plupart de leurs structures ont disparu il y a des milliers d'années. Des sites archéologiques comme Bampo et Jiangzhai ont révélé quelque chose de remarquable sur ces peuples. Ce n'étaient pas seulement des agriculteurs, c'étaient des innovateurs. Ils ont développé une poterie au motif peint distinctif. Ils ont créé les premières formes de caractères chinois gravés sur des os oraculaires et des carapaces de tortues. Ils construisaient des maisons circulaires organisées en villages planifiés, témoignant d'une organisation sociale sophistiquée. Leur agriculture reposait sur le millet à queue de renard et le millet commun, des cultures qu'ils ont domestiquées indépendamment du blé et de l'orge cultivés dans le croissant fertile. Ils ne copiaient pas l'agriculture du Moyen-Orient. Ils développaient leur propre système adapté à l'environnement du plateau de l'Eus, dans le nord de la Chine. Mais leur ADN, lui, n'a pas disparu. Et quand l'équipe de Fudan a comparé les marqueurs génétiques de sites archéologiques du fleuve jaune aux populations chinoises modernes, la correspondance était indéniable. L'haplogroupe du chromosome YO3, le plus commun dans les populations chinoises modernes, apparaissait dans plus de 60% des restes du fleuve jaune. Les haplogroupes d'ADN mitochondrial M et D, transmis par les lignées maternelles, correspondaient à des taux similaires. La continuité génétique était évidente. Les populations chinoises modernes n'étaient pas des descendants des Égyptiens, des Mésopotamiens, ou d'une quelconque autre civilisation ancienne sur laquelle le monde occidental s'attarde. Elles étaient les descendants du peuple du fleuve jaune. Les chercheurs ne se sont pas arrêtés à l'identification des haplogroupes. Ils ont examiné des variantes génétiques spécifiques, appelées polymorphismes nucléotidiques simples, ou SNP. Ce sont des positions individuelles dans la séquence d'ADN où des variations existent entre individus. En suivant quels SNP apparaissaient dans les restes du fleuve jaune par rapport aux populations modernes, ils pouvaient calculer exactement quelle dérive génétique avait eu lieu sur 7000 ans. Les résultats étaient saisissants. La dérive génétique était minimale. Certains SNP associés à l'intolérance au lactose, communs dans les populations du fleuve jaune, apparaissaient à des taux presque identiques dans les populations chinoises du Nord moderne. Les SNP, liés à la texture des cheveux, à la forme des yeux et à la pigmentation de la peau, correspondaient également. Ce n'étaient pas seulement les haplogroupes qui correspondaient, c'étaient les détails génétiques les plus fins. Les Chinois modernes étaient bien les descendants du peuple du fleuve jaune. Cette civilisation avait développé l'agriculture du millet, créé les premiers caractères écrits chinois, et bâti une société qui allait finalement devenir le fondement de la Chine dynastique. Ce n'était pas seulement une question de trouver une correspondance génétique, c'était de prouver quelque chose que les historiens suspectaient depuis longtemps, mais ne pouvaient pas confirmer sans preuve concrète. La civilisation chinoise n'a pas emprunté ses fondements à l'Occident. Elle s'est développée indépendamment, en vase clos, à partir d'une population ancestrale unique qui s'est installée dans le bassin du fleuve jaune il y a 7000 ans. Les implications de cette découverte sont énormes. Pendant plus d'un siècle, les anthropologues occidentaux ont travaillé sous un modèle diffusionniste de la civilisation.
L'idée était que les sociétés complexes avaient émergé dans quelques lieux clés, comme la Mésopotamie ou l'Égypte, et s'étaient propagées vers l'extérieur par la conquête, le commerce ou la migration. Si vous trouviez une civilisation dotée de l'écriture, de l'agriculture et de centres urbains, l'hypothèse était qu'elle avait appris tout cela de quelqu'un d'autre. La Chine n'a jamais vraiment correspondu à ce modèle. L'écriture chinoise ne ressemble en rien au cunéiforme ou aux hiéroglyphes. L'agriculture chinoise s'est développée autour du millet et du riz, pas du blé et de l'orge. La métallurgie chinoise, la philosophie chinoise, la gouvernance chinoise. Rien de tout cela ne ressemblait à un système emprunté et adapté d'ailleurs. Les preuves génétiques confirment ce que les preuves archéologiques suggéraient déjà. La civilisation chinoise est homegrown, née sur place. Elle ne vient pas d'Égypte, elle ne vient pas de Mésopotamie. Elle vient du fleuve Jaune. Et elle est restée remarquablement stable sur le plan génétique pendant 7000 ans. Mais voilà où l'histoire devient encore plus étrange. Le peuple du fleuve Jaune n'est pas resté immobile pendant 7000 ans. Il s'est étendu de manière agressive. Et les données génétiques montrent exactement comment cette expansion s'est produite. Il y a environ 5000 ans, les populations du fleuve Jaune ont commencé à se déplacer vers le sud. Elles ont apporté avec elles l'agriculture du millet, leur langue, leur technologie et leurs gènes. Quand elles ont atteint le bassin du Yangtze, elles ont rencontré une population différente. Des agriculteurs du riz qui vivaient là depuis des milliers d'années. Ces populations méridionales avaient leur propre profil génétique, leurs propres haplogroupes, leurs propres ancêtres distincts. Les agriculteurs du Yangtze portaient des haplogroupes mitochondriaux différents, notamment des variantes des haplogroupes B et F, qui étaient rares dans les populations du fleuve Jaune. Leurs haplogroupes du chromosome Y montraient également des schémas différents. L'aplogroupe O1, commun dans les populations du Sud, apparaissait à des taux bien plus faibles dans le Nord. Ce n'étaient pas des groupes tribaux épars. La civilisation du Yangtze cultivait le riz depuis au moins 8000 ans. Des sites comme Emoudu montrent une agriculture sophistiquée du riz en rizière, des maisons sur pilotis construites au-dessus de l'eau et des traditions de sculpture de jade distinctement méridionales. Ils avaient tracé leur propre voie de développement, complètement séparée de celle du peuple du fleuve Jaune. Les données génétiques montrent ce qui s'est passé ensuite. Intermariage, mélange. L'aplogroupe du fleuve Jaune s'est répandu vers le sud, mais sans remplacer totalement les populations méridionales. Au lieu de cela, on obtient ce profil génétique mixte qui apparaît aujourd'hui dans les populations chinoises du Sud. Une ancestralité principalement issue du fleuve Jaune, avec un apport significatif des agriculteurs du riz du Yangtze d'origine. Les taux de mélange varient selon les régions. Les populations du Zhejiang et du Fujian, au cœur de l'ancienne zone d'agriculture du riz du Yangtze, montrent 25 à 30% d'ancestralité issue des populations méridionales d'origine. Plus au nord, au Jiangsu et en Anhui, le mélange tombe à 15-20%. Le gradient est clair. Plus vous êtes près du foyer du fleuve Jaune, plus l'ancestralité du fleuve Jaune est élevée. Mais même dans l'extrême sud, l'ancestralité du fleuve Jaune domine. Les populations du Guangdong et du Guangxi montrent 70 à 75% d'ancestralité du fleuve Jaune, malgré se trouver à plus de 1000 km des sites d'origine. L'expansion fut profonde et persistante. Ce même schéma réapparaît lorsque les populations du fleuve Jaune s'étendent vers l'ouest, dans ce qui est aujourd'hui le Sichuan et le Tibet. Les marqueurs génétiques apparaissent dans les populations tibétaines, mais mélangés avec des haplogroupes des hautes terres qui étaient déjà présents. Les populations tibétaines présentent quelque chose d'unique. Elles portent les haplogroupes du fleuve Jaune, mais également des variantes génétiques liées à l'adaptation à l'altitude qui n'apparaissent pas dans les populations chinoises des basses terres. Des variantes du gène EPAS1, qui facilite le traitement de l'oxygène en altitude, apparaissent à une fréquence de 80% chez les Tibétains, mais sont pratiquement absentes dans les populations Han des plaines. Cela nous indique que lorsque les populations du fleuve Jaune se sont déplacées sur le plateau tibétain, elles se sont mélangées avec des groupes qui vivaient à haute altitude depuis des millénaires. Ces groupes de montagne ont apporté des adaptations génétiques cruciales, permettant à la population mixte de prospérer au-dessus de 4000 mètres. Sans ce mélange, l'expansion au Tibet n'aurait peut-être pas réussi. Il y a environ 3000 ans, le profil génétique de ce qui allait devenir les Han chinois était essentiellement stabilisé. Une ancestralité du fleuve Jaune avec des degrés variables de mélange avec les populations méridionales et occidentales. Cette signature génétique est restée remarquablement stable depuis lors. Et c'est cette stabilité qui rend l'étude de Fudan si importante. Quand les scientifiques comparent l'ADN chinois moderne
à l'ADN ancien datant de 2000, 3000, voire 5000 ans, la continuité est évidente. Les mêmes haplogroupes, les mêmes schémas de mutation, les mêmes marqueurs génétiques. Les chercheurs ont analysé l'ADN de tombeaux de la dynastie Han datant de 2000 ans. Les profils génétiques correspondaient presque exactement aux populations chinoises du Nord moderne. Ils ont examiné des restes de la dynastie Shang, datant de 3200 ans. Même résultat. La signature génétique est restée stable à travers les dynasties, les guerres et les bouleversements politiques. Comparez cela à l'Europe. Les populations européennes montrent d'énormes bouleversements génétiques sur la même période. Des pasteurs des steppes d'Asie centrale ont déferlé en Europe il y a environ 5000 ans et ont remplacé jusqu'à 90% de la population masculine existante dans certaines régions. Ces migrations des steppes ont créé des discontinuités génétiques qui rendent impossible de tracer une ligne droite entre les populations européennes anciennes et modernes. L'ADN de la Grande-Bretagne de l'âge du bronze montre un remplacement massif lors de l'arrivée de la culture du campaniforme. Le profil génétique a changé radicalement en quelques siècles seulement. Les Européens modernes sont une mosaïque génétique, des couches d'ancestralité provenant de populations différentes, superposées les unes sur les autres. Les populations chinoises modernes, elles, montrent continuité, stabilité, une source ancestrale unique qui s'est étendue et a absorbé les groupes voisins, mais n'a jamais connu de remplacement génétique total. Même les conquêtes mongoles ont à peine laissé de traces. Les généticiens peuvent détecter une ancestralité mongole dans les populations du nord de la Chine, mais elle représente généralement moins de 2%. Les Mongols ont gouverné la Chine pendant presque un siècle, mais ils n'ont pas modifié la constitution génétique de la population. Ce qui soulève une question évidente. Pourquoi? Qu'est-ce qui a maintenu la population chinoise si stable sur le plan génétique, alors que d'autres parties du monde connaissaient des bouleversements constants? La géographie est une partie de la réponse. Le bassin du fleuve Jaune est entouré de barrières naturelles. Les montagnes à l'ouest et au sud, les déserts au nord, l'océan Pacifique à l'est. Ces barrières n'ont pas rendu la Chine inconquérable, mais elles ont créé un certain degré d'isolement qui a permis à une seule population de dominer génétiquement. L'Himalaya et le plateau tibétain forment une barrière quasi impénétrable au sud-ouest. Au nord-ouest, les déserts du Taklamakan et de Gobi constituaient une autre barrière. Les montagnes du sud-ouest de la Chine sont extrêmement accidentées, rendant les grandes migrations pratiquement impossibles. Ces barrières géographiques signifiaient que les populations du fleuve Jaune s'expandaient principalement le long des vallées fluviales et des couloirs de basse terre où l'agriculture était viable. Les invasions qui se sont produites venaient de régions voisines qui avaient déjà connu un certain mélange génétique avec les populations chinoises du nord. L'agriculture était un autre facteur clé. La culture du millet au nord et du riz au sud soutenait des populations denses. Quand vous avez des populations agricoles denses, il est plus difficile pour des groupes extérieurs de les déplacer. Le bassin du fleuve Jaune pouvait soutenir environ 100 personnes par kilomètre carré à l'âge du bronze, bien plus que les régions de steppe au nord qui ne pouvaient en supporter que 1 à 2 par kilomètre carré. Quand le différentiel de densité de population est aussi extrême, même les conquêtes militaires réussies ne conduisent pas à un remplacement génétique. Il y avait un troisième facteur, la continuité culturelle. La civilisation chinoise a développé un système d'écriture, un état bureaucratique et une identité culturelle commune qui ont perduré malgré les changements dynastiques. Quand les Mongols ont conquis la Chine au XIIIe siècle, ils n'ont pas remplacé les Chinois génétiquement ou culturellement. Ils ont adopté les systèmes administratifs chinois, se sont mariés avec des élites chinoises, et en quelques générations, leur contribution génétique a été absorbée par la population existante. Le système des examens de la fonction publique sélectionnait les fonctionnaires sur la base de la connaissance des textes confucéens, créant de puissantes incitations pour les élites non-Han à adopter la culture chinoise. Les aristocrates mongols et mandchous qui voulaient participer à la gouvernance devaient apprendre le chinois, maîtriser les textes classiques et devenir culturellement chinois. Leurs enfants épousaient des familles Han et leur identité génétique distincte disparaissait en quelques générations. Le système d'écriture a également joué un rôle crucial. Les caractères chinois sont restés cohérents, même si les dialectes oraux divergeaient. Une personne du nord de la Chine et une personne du sud pouvaient ne pas se comprendre oralement, mais pouvaient communiquer par écrit. Cela a créé une culture lettrée commune qui transcendait les différences régionales et renforçait une identité commune. La même chose s'est produite lors de la conquête mandchoue au XVIIe siècle. Le contrôle politique a changé de main, mais la continuité génétique et culturelle sous-jacente est restée intacte.
Les empereurs Qing ont promu l'identité mandchoue et tenté de maintenir la séparation entre les populations mandchoues et Han, mais les intermariages étaient courants, surtout parmi les élites. À la fin de la dynastie Qing, la plupart des familles mandchoues avaient une ancestralité Han significative. L'étude de Fudan n'a pas seulement trouvé une correspondance génétique entre les populations chinoises modernes et la civilisation du fleuve jaune. Elle a documenté 7000 ans de continuité génétique ayant survécu aux empires, aux invasions, aux famines et aux guerres. Ce n'est pas seulement significatif scientifiquement, c'est historiquement sans précédent, et cela démantèle complètement l'ancien modèle diffusionniste de la civilisation. On ne peut pas soutenir que la civilisation chinoise était un dérivé des civilisations occidentales quand les preuves génétiques ne montrent aucune connexion. Les ancêtres des Chinois modernes n'étaient pas en Mésopotamie ou en Égypte. Ils étaient dans le bassin du fleuve jaune, développant leur propre agriculture, leur propre écriture, leur propre société complexe, entièrement indépendamment de ce qui se passait en Occident. Cela explique également quelque chose qui a intrigué les historiens depuis des décennies. Pourquoi la civilisation chinoise n'a jamais connu de véritable âge sombre? L'Égypte a eu des périodes d'effondrement. La Mésopotamie s'est fragmentée. La civilisation de la vallée de l'Indus a disparu totalement. Rome est tombée. Mais la Chine, des cycles dynastiques certes, des périodes de division et de réunification, mais la civilisation elle-même n'a jamais sombré. Le système d'écriture n'a jamais disparu. La base agricole n'a jamais failli. La continuité génétique et culturelle a tenu. Maintenant, nous savons pourquoi. Parce que la population était stable. Les mêmes personnes cultivant le bassin du fleuve jaune il y a 5000 ans sont génétiquement les ancêtres des personnes qui le cultivent aujourd'hui. Ce type de continuité crée de la résilience. Il crée une mémoire institutionnelle. Il crée une civilisation capable d'absorber les chocs et de continuer. L'étude de Fudan a également révélé quelque chose d'inattendu concernant les sous-populations chinoises. Quand les chercheurs ont ventilé les données par région, ils ont constaté que les populations chinoises du Nord montraient le lien génétique le plus fort avec la civilisation originelle du fleuve jaune. Les populations méridionales montraient plus de mélange avec les agriculteurs du Yangtze et certains marqueurs génétiques de populations d'Asie du Sud-Est. Les données montraient des schémas régionaux clairs. Les populations du Henan, du Shaanxi et du Shaanxi, au cœur du fleuve jaune, montraient 85 à 90% d'ancestralité du fleuve jaune. C'étaient les descendants directs des premiers agriculteurs du millet, avec un mélange minimal. Descendaient vers le Hunan, le Hubei et le Jiangxi, et l'ancestralité du fleuve jaune tombe à 70-75%. Les 25-30% restants proviennent des agriculteurs du riz du Yangtze et des populations méridionales antérieures. Les populations occidentales, particulièrement au Sichuan et près du plateau tibétain, montraient des apports de groupes des hautes terres. Les populations du Sichuan montrent environ 75% d'ancestralité du fleuve jaune, 15% de groupes des hautes terres tibétaines et 10% de populations antérieures du sud-ouest. Mais dans tous les cas, la signature génétique du fleuve jaune dominait. C'était le socle sur lequel tout le reste se mélangeait. Cela a des implications sur la façon dont nous pensons à l'identité chinoise. L'idée d'une ethnicité Han monolithique est une construction politique et culturelle. Mais génétiquement, il est plus précis de penser à l'identité comme à un spectre. Une ancestralité centrale du fleuve jaune, avec des degrés variables de mélange régional selon la géographie et l'histoire. Mais même avec cette variation, la continuité génétique est frappante. Une personne du nord de la Chine et une personne du sud de la Chine auront plus de similitudes génétiques entre elles qu'une personne du nord de l'Europe et une personne du sud de l'Europe. Voilà à quoi ressemble 7000 ans de stabilité génétique relative. Et ce n'est pas limité aux personnes vivant en Chine aujourd'hui. Les populations de la diaspora chinoise qui ont migré vers l'Asie du Sud-Est, Taïwan et d'autres régions au fil des siècles portent les mêmes marqueurs génétiques. La signature du fleuve jaune apparaît dans les communautés chinoises d'outre-mer du monde entier. C'est un fil conducteur génétique qui relie 1,4 milliard de personnes à une source ancestrale unique. L'étude a également ouvert de nouvelles questions. Si la civilisation du fleuve jaune était la seule source ancestrale des populations chinoises modernes, qu'est-il arrivé aux autres populations qui vivaient dans la région avant il y a 7000 ans? Les données génétiques suggèrent qu'elles ont été absorbées. L'expansion du fleuve jaune n'a pas exterminé les populations antérieures. Elle les a intégrées. Intermariage, assimilation culturelle, mélange génétique. Sur des milliers d'années, la signature génétique du fleuve jaune est devenue dominante.
Mais des traces de populations antérieures existent encore dans l'ADN des Chinois modernes. C'est différent de ce qui s'est passé en Europe, où les migrations des steppes semblent avoir complètement remplacé les populations antérieures dans certaines régions. En Chine, l'expansion fut plus lente, plus progressive et plus intégrative. L'étude de Fudan a été répliquée et élargie par d'autres équipes de recherche depuis 2019. Chaque nouvelle étude confirme la même conclusion fondamentale. Les populations chinoises modernes remontent à la civilisation du fleuve Jaune, avec un apport génétique minimal d'autres civilisations anciennes. Cela a des implications au-delà de la simple compréhension de l'histoire chinoise. Cela change notre façon de penser les migrations humaines et le développement des civilisations. Cela prouve que plusieurs sociétés complexes peuvent se développer indépendamment, en isolation, sans emprunter à une source civilisationnelle unique. Cela montre également que la continuité génétique sur des milliers d'années est possible dans les bonnes conditions. La géographie, l'agriculture et la résilience culturelle peuvent créer des populations qui restent génétiquement stables, même quand des empires s'élèvent et tombent autour d'elles. Donc, quand les scientifiques ont comparé l'ADN chinois à chaque civilisation ancienne répertoriée, une seule correspondait. Pas en raison d'un quelconque accident historique grandiose, mais parce que la civilisation chinoise s'est développée sur place à partir d'une seule population ancestrale et a maintenu cette continuité génétique pendant 7000 ans. Ce n'est pas seulement une découverte scientifique. C'est un recadrage complet de notre compréhension de l'une des civilisations les plus anciennes et continues du monde. L'ADN ne ment pas. Les ancêtres de 1,4 milliard de personnes cultivaient le millet le long du fleuve Jaune il y a 7000 ans, et leurs descendants sont encore là aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'ici, abonnez-vous.